Adeline, coucou. Coucou. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super. On a presque envie de faire des vocalises dès le matin là dans cette belle suite. J'adore. Avec toi. Franchement, c'est un honneur immense de te recevoir. J'admire beaucoup la personne que t'es, tout ce que tu transmets comme valeur, comme engagement, comme aide en fait à toutes les personnes qui sont en difficulté sur plein de plans différents, que ça soit au niveau des violences conjugales, que ça soit au niveau de la voix aussi, car tu as vécu plein de volets de résilience dans ton parcours que tu transmets avec beaucoup de générosité et on va en parler. Alors, je vais te présenter. Donc, tu es chanteuse, tu es musicienne, tu étais la professeure de chant de la Starac en 2022 et en 2023. Tu interviens aussi à l'Opéra de Paris. Récemment, tu as sorti un livre magnifique qui s'appelle Anatomie du chant aux éditions Marabout, qu'on montre ici. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Alors, tu as aussi écrit une autobiographie qui s'appelle Incandescente pour toujours aux éditions du Rocher où tu racontes tout ce que tu as réussi à traverser et à dépasser. Donc, la maladie, l'anorexie, la violence conjugale, les viols, c'est une leçon de résilience. Pour Voici, tu as dit « Je veux dire aux femmes victimes que ce n'est pas parce qu'un homme va mal qu'il a le droit de nous frapper. Au premier signe de rabaissement, parlez-en sans honte. Vous avez encore vos jambes, alors partez et demandez de l'aide. Votre famille vous comprendra. J'avais peur de le dire à la mienne à cause d'un fort sentiment d'échec, mais dès qu'ils ont su, ils m'ont accueilli et protégé. » C'est ce que tu aimerais qu'on retienne de tes interventions à ce sujet. T'en as fait énormément, donc on n'en reviendra pas plus que ça dans cette interview. On est vraiment là pour parler de ton nouveau livre. Mais est-ce que c'est vraiment ce message-là que tu aimerais qu'on retienne? En fait, si je devais mourir demain, je me dis que j'aimerais de laisser un souvenir aux femmes, une impulsion en fait. La violence conjugale, elle n'est pas normale, elle est pas acceptable. Et comme je l'avais déjà dit, c'est pas parce qu'un homme va mal ou qu'il a des névroses qu'il a des troubles mentaux ou qu'il a beaucoup de violence en lui qu'il a le droit de frapper sa femme ou ses enfants, parce que on peut aller jusqu'à la violence domestique aussi. Dans sa maison, on devrait être dans un cocon, on devrait être tranquille et en sécurité. Le monde est déjà assez compliqué, et donc se faire battre il y a aussi la violence verbale. Recevoir toute forme de violence n'est pas normal en fait, elle n'est pas acceptable. Et moi, ce que j'aimerais qu'il reste, c'est celle qui a dit aux victimes de l'épitaphe, tu vois, celle qui a dit aux victimes de vous avez encore vos jambes, fuyez. Et parce que quand on est dans cette situation, on n'arrive pas à partir pas parce qu'on ne veut pas en fait, c'est parce qu'on a peur. Ces personnes-là, à la parole, elles ajoutent le geste en fait. Et le geste va en gradation. Le geste, en fait, ce sont des conduites exponentielles. En fait, un jour, c'est une insulte, après, c'est une gifle, après, c'est 2 gifles, après, c'est je t'arrache les cheveux, après, c'est je t'étrangle, après, c'est je te viole, après, c'est je te menace toi, mais je menace aussi tes parents, je menace tes enfants, je menace ton chat, je menace ton chien, je menace ton travail, je menace de détruire ta vie, je menace d'appeler tes employeurs. Ça va jusque-là, en fait. Ces personnes-là, elles sont, en fait, nos limites. En fait, ce sont, je prends un mot fort, hein, mais ce sont les terroristes des femmes. Voilà. On a peur toute la journée, on a peur tout le temps. Et quand on essaie de partir, ils doublent la mise. Vous voyez, et en fait, ça faut le comprendre. Les femmes ne partent pas parce qu'elles sont faibles. Les femmes ne partent pas parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles se disent, quelles vont être les conséquences si je pars? Si je pars, il va tuer les enfants qu'on a ensemble. Si je pars, il va aller tuer mes parents. Si je pars, il va me violer comment la nuit prochaine? Si je pars la prochaine fois, c'est quel bout de mon corps qu'il va abîmer? C'est quel bout de mon corps qu'il va déchirer? C'est quelle cellule qu'il va détruire de moi? Voilà, en fait, et ça, moi j'ai envie de le dire haut et fort, en fait. Faut arrêter de dire que les femmes sont faibles parce qu'elles partent pas tout de suite, en fait. Faut un énorme courage pour partir. Ouais. Celles qui partent, ce sont des guerrières. Et celles qui sont encore et qui supportent, elles sont vachement fortes. Bien sûr. Parce qu'on a juste envie de s'enlever la vie, hein, quand on vit ça tous les jours. On a juste envie de se suicider. Et il faut aussi du courage pour se suicider, en vrai. C'est un message essentiel et merci énormément de le partager. Moi, je renvoie tout le monde à toutes les interviews que tu as faites à ce sujet, parce que tu en as fait énormément pendant la promotion de ton premier livre, celle avec Faustine Bollard. Tu racontes vraiment dans les détails, des détails très sordides, tout ce que tu as vécu, je pense que tu rentreras si jamais suffisamment dans tous les détails que tu as vécu, mais en tout cas, elle est très, très longue, elle est très fournie. Dans mon livre Incandescente pour toujours, au début, mes amis et ma famille seront témoins de ça. Quand je l'ai écrit, c'était presque, on n'aurait pas pu le publier comme ça. Parce que les gens m'avaient vue à la télé hyper joyeuse, hyper, tu sais, moi je suis pleine de joie tout le temps. Donc il y avait trop de différence entre ce que je suis quand on me voit à la télé, etc., et les détails sordides que j'ai vécus. En fait, comme je l'avais écrit au début, c'était des larmes de sang, tu vois. C'était
je me suis dit, Aline, tu peux pas publier un truc comme ça. Les gens vont pas aller au bout du livre, en fait. Et j'ai tout repris en tirant les choses vers le haut, en disant, en fait, on va pas s'attarder sur cette ordure, en fait, et qui est certainement une personne malade, hein, faut le dire, hein. Je sais pas où est la limite entre ordure et malade. Et de toute façon, moi, je suis pas psychiatre, c'est pas à moi de faire son expertise mentale. Mais je me suis dit, il faut que je mette les choses à travers moi et à travers la force que j'ai trouvée pour partir, en fait. Et comment j'ai pu partir, tu vois. Et en fait, donc j'ai tout réécrit, je me suis beaucoup énervée, hein. Franchement, ce livre, je voulais l'arrêter tous les jours, hein. Mes amis pourraient te le dire, je voulais arrêter, j'ai appelé l'éditeur, j'ai dit moi j'arrête, j'en ai marre, je veux plus écrire ce truc, j'ai envie de vomir, j'ai envie de m'arracher la peau, c'était trop dur en fait, tu vois. Et là quand je le relis, je me dis t'as écrit ça comme un thriller, tu vois. Ouais. C'est écrit un peu comme un polar. Et du coup, c'est plutôt agréable. Quand je le lis, je me dis, waouh, c'est agréable quand même, ça groove et tout, tu vois. Donc, comme quoi, il y a eu une mue à faire, tu vois, il a fallu enlever des peaux pour pouvoir sortir quelque chose qui était agréable à la lecture et où les détails deviennent presque comme un film, tu vois, un film d'action. Oui, le détachement émotionnel, il est peut-être plus présent aujourd'hui, mais enfin vraiment quoi qu'il en soit, merci parce que c'est d'utilité publique. Donc évidemment, je le conseille à tout le monde parce qu'il est nécessaire pour s'éduquer, qu'on en vive des violences conjugales, qu'on soit témoin, qu'on veuille juste aussi comprendre le mécanisme d'emprise, très important. Donc incandescente pour toujours, un titre en plus qui te représente très bien parce qu'on va y venir. La résilience, c'est vraiment un sujet, toi, que tu portes. Au-delà des violences conjugales qui sont une épreuve abominable, tu as perdu ta voix. Donc, voilà, tu reviens de très, très loin parce que dans la présentation, je l'ai dit, tu es à l'Opéra de Paris, tu as été coach vocal de la Starac. Tu fais des choses quand même avec ta voix qui sont au-delà de ce que t'avaient prédit les médecins qui t'avaient dit, je cite, vous ne pourrez plus chanter. Et là, je rechante. Et tu rechantes. Ma très chère Adeline, maintenant on va parler de ton livre avec immense plaisir. Et moi j'ai juste envie de te dire quelque chose de très personnel parce qu'on se connaît pas, mais pour avoir discuté avec toi un peu en off et là, toute cette résilience, tout ce que tu as dépassé, tout ce que tu as vécu, moi je ressens quelqu'un de tellement solaire. Moi la vérité, je te rencontre en soirée, dans aucun monde possible, je peux imaginer que tu as vécu tout ça. Et ça, je pense que c'est un message fort aussi à faire passer, c'est que quand on rencontre des gens, on imagine parfois pas du tout 1% de ce qu'ils peuvent avoir enduré comme épreuve. Ben, j'ai envie de dire quelque chose à ce propos, c'est que l'autre fois, j'étais à l'église, au Mont-Saint-Michel, parce que j'adore aller en Bretagne, et cetera. Et avec mes amis, on a croisé un prêtre. Et il m'a dit, vous savez, la meilleure manière de remercier les anges pour tout ce qu'ils vous ont ramené, c'est de porter la joie de ce que vous avez retrouvé sur votre visage. Et voilà. Et donc moi, je m'attelle à ça. Je veux garder de la joie parce que ma vie, elle a été très dure, mais il y a des vies encore bien plus dures. Et en fait, ce qui compte, c'est pas l'épreuve, c'est de passer à travers l'épreuve. C'est de nager de l'autre côté de l'océan pour aller là où on a décidé qu'on veut aller, envers et contre tout et contre tous. Et donc, en reconnaissance à tout ce que j'ai retrouvé là, bah, j'essaie de porter la joie sur moi. Et d'ailleurs, quand je suis avec mes potes et tout, je leur dis, ah, vous faites la tête aujourd'hui. Vous devriez pas, en fait, parce qu'on est bien quand même. Aujourd'hui, on a passé une bonne journée, donc allez, tout le monde sourit et tout. On va pas de tête morose, etc. Soyons heureux. On sait pas comment sera demain. Faut être content aujourd'hui, tu vois. C'est Et donc, ma vocalise Rayman, dont tu fais date, I feel happy, tu vois. J'adore. C'est faut avoir le happy sur le visage. Et donc, voilà. J'adore. Eh ben, on va parler de ton livre. Donc, je le remontre face cam. Anatomie du chant aux éditions Marabout. Bravo pour la DA, il est sublime. Couverture très, très belle. On adore la photo. Alors, donc, ton livre est sorti il y a quelques mois. Dessus, tu t'appuies sur les plus grands experts de la santé en matière de voix et sur des études scientifiques innovantes. Le but, c'est de démontrer qu'on peut bien chanter en s'y prenant de la bonne façon. Donc, toi, tu as été victime d'un accident de cheminée qui t'a fait perdre ta voix. Parmi tous les enseignements que tu décris dans ton livre, moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui t'ont aidé à récupérer ta voix? Mais bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, tout ce qu'il y a dans ce livre, je sais pas comment vous expliquer. Déjà, ça a été compliqué parce qu'il a fallu rassembler tous des spécialistes et des médecins qui travaillent pas forcément dans les mêmes hôpitaux, qui ont des plannings hyper chargés. Et tu sais, les médecins t'envoient un mail, des fois ils répondent 2 mois après, sauf si t'as une super secrétaire qui s'appelle Yvette, que j'appelle et je dis Yvette, vous pouvez me le choper quand il sort du bloc. J'ai besoin de lui parler pour la méthode de chant.
salutations à la secrétaire du docteur Perouse et du docteur Colombo. C'est visé. Oui, c'est visé, voilà. Et en fait, c'est compliqué de rassembler tout le monde. On les a rassemblés à Milan, on les a rassemblés à Paris. On a fait plein de rencontres, plein de discussions. On a un groupe WhatsApp où on échange les idées, etc. On se retrouve dans des réunions, chacun travaille ses sujets et tout. Ce livre, c'est, je dirais, 10 ans de travail, 10 ans d'expérience me concernant et 5 années de travail. Donc ça date bien d'avant la Star Academy. Et si tu veux, rassembler tout ça, pourquoi ? Parce que je voulais aider les chanteurs qui sont soit perdus dans leur technique vocale, qui n'arrivent pas à aller au-delà de leur performance, comme un sportif qui veut s'améliorer et qui veut avoir plus de résultats. Aider les personnes qui avaient perdu leur voix suite à des problèmes, des problèmes de technique vocale, ils n'arrivaient pas à bien chanter ou suite à des maladies. Et puis je voulais qu'il y ait une espèce alors, les orthophonistes ont dit Bible, voilà, du chanteur où tu as un peu toutes les infos pour t'y retrouver et pour savoir comment te soigner, pour te sortir de l'errance médicale. Parce que moi, malheureusement, avec cet accident que j'ai eu, on a mis du temps à comprendre ce qui m'était arrivé. On a mis du temps à savoir comment on pouvait me soigner. Et on a mis très longtemps à me rééduquer parce que ma voix, elle est pas revenue il y a très longtemps. Elle est revenue pour les 30 ans de la disparition de Freddie Mercury. Donc ça, voilà, donc ça fait pas longtemps que je rechante. Et donc, pour dire que voilà, 6 ans, 7 ans de rééducation, avoir plein de médecins, etc., avoir des orthophonistes, des ostéopathes, voilà, pratiquer plein de choses différentes pour que la voix revienne. Et que cette voix qu'on disait quand elle est perdue, elle revient jamais, moi j'ai voulu un peu, j'ai fait un hold-up au destin, quoi, tu vois. J'adore, ouais, ça te résume bien. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir cette approche qui, moi, je trouvais innovante et ultra étonnante de te lancer dans un immense chantier, de dire, OK, je vais faire appel aux plus grands experts un peu partout et avoir une approche vraiment scientifique et pas, entre grosses guillemets, juste te dire je vais faire un livre avec mes conseils, mon expérience, parce qu'il y a rien de prétentieux à ça, hein, tu as quand même une énorme expérience en chant et dire voilà, j'ai appris quand même des choses, je vais les transmettre. Pourquoi cette approche ? Parce que moi, je voulais quelque chose de pragmatique et de scientifique. La technique, elle est là pour servir l'art. Mais la technique elle-même, là, je parle pas de l'artistique qui est quelque chose qui est magique un peu et on le sait, hein, je sais pas moi pourquoi Freddie Mercury se fait lever une foule. Enfin, ça on peut pas trop expliquer. Parce que c'est Freddie Mercury. Voilà, oui, mais c'est mystique, tu vois, on peut pas expliquer. Ouais. Mais en revanche, la technique vocale, elle part d'un corps que tu connais. Toi, tu as un corps, j'en ai un, et ce corps, il a un sens, il a une chorégraphie. Et en fait, moi, je voulais expliquer cette chorégraphie et quelle était la meilleure chorégraphie pour servir l'art. Et donc, je voulais quelque chose de pragmatique. Tout ce que je dis dans ce livre, et ça, c'est une première mondiale, tout ce qui est écrit d'un point de vue technique a été étayé, justifié par une équipe médicale. Et ça, c'est la première fois que ça existe. Il n'y a pas un conseil qui est là-dedans qui n'est pas qui n'a pas été en discussion, voilà, avec un consortium de médecins. Et donc ce livre, tu l'as écrit vraiment avec une envie inclusive. Si je comprends bien, c'est vraiment pour les personnes comme toi. Bon, j'espère qu'il y en a pas beaucoup non plus à qui on a dit vous ne chanterez plus. Ouais, mais en tout cas, des gens qui ne savent plus trop quoi faire de leur voix. Autant pour les chanteurs, les chanteuses débutants complètement. Est-ce qu'il y a une cible privilégiée ou est-ce que vraiment ça peut être pour tout le monde ? La recette des points pivots, qui sont en 5 points, par exemple, elle s'adresse à aussi bien un chanteur qui débute qu'à un chanteur de l'opéra ou qu'à un professeur de chant ou qu'à n'importe qui en fait. Et tous les conseils qu'il y a, des conseils médicaux, il y a une partie très médicale à la fin sur les maladies des cordes vocales. Dedans, on traite aussi des personnes les femmes qui ont une ménopause, qui ont une perte de la voix à la ménopause. On a aussi un encart sur la transition de genre. Voilà, moi j'ai voulu un truc qui... Hyper intéressant. Voilà, on parle de la mue des enfants. En fait, chacun va retrouver l'info qu'il a besoin pour son cas à lui. Et pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, une réponse pour pouvoir prendre la bonne trajectoire, en fait. Parce que moi, je trouve que les informations sur la voix, elles sont éparpillées sur Internet. Il y a beaucoup de choses fausses. Il y a beaucoup de croyances limitantes. Il y a beaucoup voilà, il y a comme Internet, t'as toujours tout. T'as des bonnes choses et t'as des choses où des gens se croient experts, etc. Et donc là, j'ai vraiment réuni les meilleurs médecins. On a pris les dernières recherches et on essaie de répondre à toutes les questions. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, on discutait en off. Moi, j'adore balancer les off. Vas-y, balance ton off. Hashtag balance ton off. Et en fait, tout à l'heure, on se disait que on se rend pas compte à quel point la chanson, la musique, c'est un peu comme le sport. Ça se travaille, c'est du travail. Et les gens voient le show final. Oui. Et c'est ce qu'on se disait, alors qu'au final, c'est beaucoup d'entraînement. Et c'est peut-être aussi ce que tu veux transmettre dans ce livre. C'est que, d'ailleurs, ça m'intéresserait que tu m'expliques ce que tu penses de la notion de talent, de don en chanson, mais que finalement, c'est aussi beaucoup de travail. Mais il faut savoir comment travailler ce muscle. Ou ces muscles, parce que on dit les cordes vocales.
Donc dans le livre, on a une kinésithérapeute qui est au plus près des sportifs de haut niveau, et on a aussi une masseuse, donc ça c'est Estelle et Marie Chang, qui elle est au plus près des chanteurs d'opéra et des danseurs de l'opéra. En fait, pour moi, la carrière de chanteur, et pour ces médecins aussi, c'est comme une carrière de sportif de haut niveau. Sauf que nous, pour notre instrument, quand un footballeur va courir, par exemple, on va le voir courir. Nous, notre instrument, il est caché dans notre gorge, on ne le voit pas, on ne sait même pas quand on agit sur lui, on voit même pas ce qu'il fait. Donc, on doit développer toute une panoplie je sais pas moi, de recettes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, on va soit penser à des choses, ou alors on va toucher sur notre corps pour sentir des mouvements, et on va pouvoir déduire de ça la checklist vitale du chanteur. Et en fait, ce livre, il traite de ça. Parce que comment je peux savoir que mon son il est fait dans le bon sens et que je vais pas me faire mal? Par exemple, je vais mettre ma main sur mon larynx et je vais sentir qu'il y a un mouvement. Ou par exemple, comment je peux savoir que je fais bien ma voyelle? Ma voyelle, c'est dur de savoir si je la fais bien parce que je m'entends pas quand je chante, faut le savoir. Donc je vais plutôt penser à des choses. Et donc faut faire le tri entre les images qui vont donner le résultat, les images qui vont provoquer la cause du résultat, entre les choses qui sont des mouvements qu'on sent. Comment je peux savoir que mon oblique il est bien? Je vais appuyer dessus. Par contre, il y a des choses, je vais plutôt les penser. Et donc ce livre, il fait vraiment le tri là-dedans entre les images et les mouvements. Et là, en fait, c'est là qu'on va avoir de la performance. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont pensé que le chant, c'était juste un don. Moi, je veux bien. Il y a des gens qui sont nés avec des voix dès le berceau incroyables. Tu crois? Oui, il y a des gens qui sont nés avec une super voix de naissance, tu vois, comme des chanteurs d'opéra ou des chanteurs de pop, etc. Le problème, c'est que ces chanteurs-là, quand ils vont devenir connus, etc., on va leur demander de tenir une tournée, les avions, les interviews, pas beaucoup dormir, des fois bien dormir, mais pas souvent, pas bien manger. On va leur demander de tenir des set listes incroyables en faisant des chorégraphies, en respirant des choses, des fumées sur scène, etc. On va leur demander de faire 2 heures à Paris-Bercy. Tiens, on est à côté de Paris-Bercy. 2 heures à Paris-Bercy, puis le lendemain, t'as une interview. Après, tu prends un avion, et dans l'avion, par exemple, dans le livre, on explique que quand on prend l'avion, on se déshydrate, donc on doit anticiper l'hydratation. 6 heures avant, on doit avoir bu de l'eau, parce que dans l'avion, on perd de l'eau. Et donc, tout ça, ces chanteurs-là, ils doivent tenir une performance qui est attendue en permanence. Le public, il a pas payé son concert pour que... moi, j'ai entendu, par exemple, que Lady Gaga, elle a trop bien chanté à New York. Moi, j'ai envie qu'elle chante pareil au Stade de France, tu vois. Et donc, il y a un niveau attendu par le public qui est démentiel. Tu vois ce que je veux dire? En plus, on nous filme tout le temps maintenant. C'est pas comme avant. Je veux dire, quand une star, elle avait les paparazzis, etc. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux et tout ça. Les gens sont toujours filmés, etc. D'ailleurs, on voit, tu sais, les évolutions. Moi, on me dit des fois, t'as des cernes, t'en as pas. Ah, elle est fatiguée aujourd'hui. Ah, elle a ça. Sur les réseaux, en vrai? Oui, parce qu'on a une omniprésence. On est présent par la caméra et par le son tout le temps. Et donc, il y a une pression sur les artistes qui est énorme. Et par exemple, on va dire, ah ouais, mais elle a fait un playback. Mais oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle avait la voix fatiguée. Et toi, t'attends d'elle que cette star, elle chante toujours pareil, tu vois. Et donc, où il y a une contrainte au niveau des salles, au niveau du son, tu vois, qui fait que aujourd'hui à cette télé, on a dû mettre un playback parce que les conditions elles étaient pas bonnes pour que l'artiste te livre quelque chose de bien. Et là, c'est la prof de chant qui parle, tu vois. Et donc en fait, il y a toute une idée que c'est quelque chose qui est professionnel. Et je parlais récemment avec une championne du foot qui m'a dit voilà. Et on embrasse notre cadreuse, voilà, Miss. Voilà, qui est là et qui disait que en fait les gens ils voient que le match. Mais on voit pas tout l'entraînement qu'il y a avant. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai fait Danser avec les stars, j'en parlais donc avec notre merveilleuse cadreuse, que quand tu te lèves le matin, t'as des courbatures, t'arrives même plus à sortir du lit. Mais en fait, t'as un match ce soir, tu dois y aller, tu vois. Ce soir, tu dois danser. Et en fait, les gens, ils voient pas l'envers du décor. C'est une carrière avec des sacrifices, avec le travail. Moi, j'ai envie que cette méthode de chant, elle donne envie à tous les gens qui vont la lire dans le monde, dire j'ai envie de travailler ma voix parce que j'ai envie d'avoir une super technique et j'ai envie d'assurer et j'ai envie de donner le goût du travail aussi. Parce que ce sont des carrières qui demandent du travail. Et est-ce que tu penses, parce qu'en t'écoutant, moi, c'est vraiment la question qui me vient, que l'hygiène de vie, au-delà du travail vraiment purement muscle, vocal, etc., d'avoir les bons gestes, le larynx, etc., je ne sais même pas où c'est. Oui, là, c'est l'oblique. Tu touches ton oblique. Là, mon oblique, bravo. Super, j'apprends. Le livre, t'as bien lu le livre. Oblique ici, voilà. Bon, écoute, et tu penses que l'hygiène de vie, ça compte? Ça a un rôle à jouer dans la qualité de la voix? Mais malheureusement, tu sais, ou heureusement, je ne sais pas comment on dit, mais la santé en général, tu sais bien que si ta santé elle est moins bien, on peut avoir plus vite des maladies, etc. On dit bien, si tu fumes, tu bois, etc., drogue, etc., ça te réduit en fait ton énergie vitale. Et donc moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui chantent et au monde entier, vous voulez bien chanter, plus vous avez de l'énergie vitale, plus vous allez pouvoir faire des performances incroyables. Si par exemple j'ai fumé plein de trucs la veille et que le lendemain je me lève avec plein de mucus sur les cordes vocales. Le mucus c'est tous les trucs qu'on peut cracher là, les glaires, etc. Pardon pour l'image, mais t'as plein de glaires,
c'est beaucoup plus dur de bien chanter après. Donc, en fait, quand on veut bien chanter, ça va plutôt avec bonne hygiène de vie, sauf pour des cas exceptionnels de personnes qui avaient des santé d'enfer et qui, des rockers, etc., qui pouvaient fumer tout ce qu'ils voulaient, prendre la drogue qu'ils voulaient, etc. Bon, bah, leur voix, elle tenait le coup. Mais ça, c'est rare. Voilà. C'est quand même ce sont des monstres sacrés, je dirais, voilà. J'adore. Et est-ce que tu es capable de nous donner le déclic qui a fait que tu t'es dit: «Bon, là, je veux écrire ce livre avec cette approche-là, plutôt médicale, Ouais. plutôt scientifique, pour montrer que le chant, entre guillemets, est à la portée de tous, sous réserve qu'ils s'y prennent de la bonne façon». Est-ce que tu as dans le storytelling de Ouais. la conception, tu Ouais. resitues ce Alors, je moment-là? dirais 3 choses. Il y a première chose, déjà, moi, ça me fait péter un câble quand on me dit que je suis une casserole et que je vais rester une casserole. C'est rare, en fait, que... Alors, cette casserole, entre guillemets, ça va être plus dur pour elle d'apprendre à chanter, ça va lui demander plus d'efforts. Mais la récompense quand il y a de l'effort, quand même. Donc, je voulais un livre qui explique aux gens que chante faux, ok, je peux quand même améliorer ma manière de chanter. Et j'ai le droit de chanter parce que c'est un droit universel de chanter. Ça ne coûte pas d'argent de chanter. On peut tous chanter dans notre salle de bain, on peut chanter dans la rue, on peut chanter partout. Et en fait, c'est un droit universel de parler et de chanter et de respirer. Voilà, déjà, première chose. Parce que chanter, c'est je dirais la déviation un peu d'une fonction vitale, voilà, qui est de respirer et qui est de parler. Donc, en fait, tout le monde a le droit de chanter. Et donc, il faut qu'on soit dans un monde plus tolérant, aussi bien qu'on tolère que moi j'ai les cheveux roux, que toi t'as les cheveux blonds, etc., et qu'on tolère plein d'autres choses que je ne citerai pas parce que ça va faire polémique. Eh ben, on a aussi le droit de chanter quand on chante faux. Donc, quand t'es dans la chorale et que la maîtresse elle te dit, parce qu'il y a une histoire dans le livre qui parle de ça, ah toi t'es une casserole, va sur le banc. Moi, je trouve ça inhumain. C'est une manière de traumatiser quelqu'un. Et chanter, ça permet en plus d'exprimer ses émotions. Donc, pourquoi t'aurais pas le droit d'exprimer tes émotions parce que tu chantes faux? Et donc, dans le livre, je donne aussi des idées pour pouvoir chanter plus juste. Parce que ça peut être un problème parce que j'écoute pas de la monoreille ou parce que je soutiens pas bien ma voix ou parce que je suis stressée et parce que peut-être j'ai besoin d'aller chez un coach pour essayer d'arranger ça. Donc, première chose, c'est quelque chose qui est universel. Donc, moi, j'ai envie de combattre ça déjà. Genre, moi, je l'assume. Je suis la démago du chant. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a une frustration terrible, je Oui. trouve, et voir une agressivité où direct, Oui. tu vas être en karaoké ou quoi, tu chantes comme une merde. Bah, tu sais, c'est comme l'être humain qui dit, toi, t'es grosse, j'ai pas envie de te voir. Ah, bah, toi, t'as telle couleur de peau, j'ai pas envie je t'aime pas. Ah, bah, toi, tu chantes faux. C'est pareil pour moi. C'est l'espèce d'intolérance qui règne un peu dans le monde et qu'il faut que nous, on combatte, en fait. Il faut de la tolérance. Plus de tolérance pour un monde, le monde, il y aura moins de guerre et ça ira mieux, en fait. Tu vois? Et donc, en fait, moi, et que ça aussi, c'est une manière de vous dire, décomplexez-vous, chantez. Et puis, plus tu vas chanter, moins tu vas être une casserole. Il y a qu'un cas où on va toujours chanter faux, c'est des maladies des oreilles. Et ça, j'en ai parlé avec les chirurgiens, c'est quand même super rare. Donc, allez vous faire diagnostiquer, allez voir, passer le cap et même si vous chantez faux, j'ai envie de dire, bah, chantez, quoi. Ça vous fait du bien, ça. Quand on chante, on va mieux dans sa tête, on va mieux dans tu sais que le chant, ça active les hormones de bonne humeur, comme quand tu fais du sport. Ça active de libérer tes émotions. Ça active tous tes muscles. Ça redonne de l'oxygène dans le corps. Ça permet d'être, en fait, ça remplacerait les anxiolytiques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Je veux le dire comme ça. Je veux pas, des fois, évidemment qu'il faut des anxiolytiques. Et je veux dire, le chant peut te détendre à un point que ça calme tes angoisses. Donc, vas-y, chante, quoi. Tu vois? C'est ça que j'ai envie de dire. Autre chose. Moi, j'ai eu cet accident. J'ai commencé à donner des cours à cause de mon psychiatre qui a voulu que j'avais plus de voix et moi je donnais des cours à mon psychiatre, docteur Jean Charmaille, parce que j'étais en consultation chez lui et je parlais comme ça. Et il me dit, mais vous êtes chanteuse d'opéra à l'opéra? Ben, je dis non, plus maintenant, j'ai un accident. Et il m'a dit, aidez-moi à faire un aigu. J'ai aidé monsieur Charmaille à faire ses aigus. Et en fait, il m'a dit, mais il faut que vous montiez une école. Et après, monsieur Charmaille m'a dit, mais Adeline, il faut que vous aidez, comme vous aidez des personnes tous les jours à récupérer leur voix, mais moi, j'ai aidé tout le monde à chanter, genre, même un âne, tu vois. Genre, moi, non, mais mon père, il dit ça en rigolant. Mais moi, je fais chanter tout le monde. Il m'a dit, il faut en faire un livre. Et donc, au début, j'osais pas. Et les médecins qui m'ont guéri et d'autres médecins, tout le monde m'a dit, Adeline, il faut écrire un livre. Et donc, j'ai dit, je savais que ça allait être une galère absolue parce que c'est compliqué à écrire. En fait, quand on le voit, même, on se rend compte que c'est hyper riche comme recherche. T'as une partie où moi, je parle. L'autre partie rien que les illustrations, c'est un énorme budget qu'on a financé avec l'association, tu vois. D'ailleurs, je remercie Emma Blantailleur qui a fait les illustrations. Je la citais quand même. Elle a un super coup de crayon. Elle a fait des petits squelettes avec des cheveux roux. Donc ça, c'est hyper sympa. Et puis, t'as toute une partie, la voix des experts. Et donc, en fait, t'es pas obligé de tout lire en même temps. Mais au moins, si tu veux les réponses, tu les as, les réponses. Il y a les réponses dans le bouquin. Et en fait, moi, je voulais, quand on m'a dit on y va, j'ai retroussé mes manches et j'y suis allée. Mais je me suis dit, c'est plus long qu'un bébé, quoi. C'est 5 ans, et les médecins m'ont encouragée. On y a été et tout ça. Et les médecins ont mis leur nom dedans. Il y a 26 spécialistes du corps et de la voix. C'est énorme, en fait. C'est la première fois qu'il y a ça, tu vois. Et puis, l'autre chose, c'était que moi, je me suis rendu compte pour récupérer ma propre voix, je me suis fait des expériences sur moi-même. Mmh.
Tu as fait quoi? Eh ben, je mettais mon larynx à l'envers, je mettais de travers, je faisais avec mon ostéopathe, on passait des heures dans son cabinet à tester des techniques sur moi, d'ostéopathie, voilà, on faisait plein d'expériences pour voir qu'est-ce qui allait me faire récupérer ma voix. Et en fait, c'est comme ça que j'ai récupéré ma voix en aidant les autres à mieux chanter. Inconsciemment, je pense qu'en les aidant eux, je me suis aidée moi. Voilà. Puis ils m'ont ramené tellement de joie qu'ils m'ont redonné une utilité dans ma vie. Donc évidemment, quand tu as de la joie, tu guéris plus vite. Et puis deuxième chose, tout ce qu'on a essayé sur moi, ça a mis au point des techniques. J'ai poussé la limite de la science. Je me suis expérimenté les trucs sur moi-même. C'est ouf. Ouais, genre perdu pour perdu. D'ailleurs, moi, le médecin, quand il voulait pas m'opérer au début, si on lit mon livre Incandescente, je raconte ça. Je lui dis, je vais vous signer une décharge, c'est pas grave, je m'en fous. Donc, ils m'ont regardé comme ça, ils se dit, Aline, calmez-vous. Je dis, non, mais moi, je veux signer une décharge. Opérez-moi, je veux pas rester avec ces tumeurs dans mes cordes vocales. Je veux pas rester avec une corde vocale qui est coupée en deux et l'autre qui est obèse comme je sais pas quoi, qui est comme un bout de bois. En fait, moi, j'ai une corde vocale qui est devenue comme un bout de bois et toute lourde, toute raide comme une table, là. Et l'autre, elle est toute molle, mais elle s'est coupée en deux. J'avais lu que tu avais même vomi tes cordes vocales. J'ai vomi. En fait, alors, c'est une image, mais j'ai vomi du sang, bien sûr. Ça m'a brûlé, j'ai vomi du sang. J'avais des cordes vocales. Cordes vocales, elles sont blanches, normalement. Moi, les miennes, elles sont, elles étaient gorgées de sang, tu vois. Il y a les vaisseaux sanguins qui ont cassé. Il y en a une qui s'est coupée en deux. Mais moi, je peux même te montrer un truc qui a jamais été montré. Là, je peux te montrer mes cordes vocales qui ont repoussé. Ah ouais? Ouais, on n'a jamais montré à personne, hein, Diane? Oui, oui. Incroyable. Je les ai jamais montrés, mais je vais te les montrer parce que je pense que là, l'interview s'y prête et que on voit, je pourrais t'envoyer l'image si tu veux. Ouais, je l'avais en incrustation. Ça ressemble à un vagin quand même, faut le dire. Bon. Corde vocale, ça ressemble à un vagin, oui. Jamais vu dans la muqueuse qu'on a en bas, c'est la même dans la voix. Bon. Alors là, je vais te montrer. Ce qui est blanc, c'est ma corde vocale et ce qui est rose, c'est ce qui a repoussé, ce que j'ai recréé comme muqueuse avec tous mes exercices de fou. Ok. Waouh! Tu vois, toutes les parties roses ici. Effectivement, ça ressemble à un vagin, ouais. Voilà. Tout ce qui est blanc, là, c'est ma corde vocale. Donc là, tu vois celle qui a été coupée en deux. Ouais. Je t'enverrai l'image. Ouais, celle-là, c'est celle qui est devenue toute dure, etc., qui avait des adhérences. Et là, tout ce qui est rose. Ouais. Là, ça, c'est une partie que j'ai refaite molle pour pouvoir que celle-là vibre. Et ça, c'est tout ce que j'ai fait repousser. Grâce à tes exercices. Oui. Et mon ostéopathie et tout. C'est un œdème, ce qu'on appelle un œdème compensatoire. Comment tu as réussi à trouver tous ces exercices-là en sachant que les médecins t'ont dit vous ne retrouverez jamais votre voix toute seule? Tu y as cru toute seule ou on t'a aidé à y croire? Non, je sais pas. Show must go on, Freddie Mercury. Ouah, c'est ouf. Tant que t'es pas mort, tu continues. Moi, je pouvais pas. Toi, tu les as pas cru. Ouais, tu pouvais pas accepter, c'est ça. T'as dit non, j'ai accepté, mais je me suis dit, je vais quand même me rendre utile. Et quand le docteur Charmoy, qui est un psy incroyable, au lieu de me filer une boîte d'anxiolytiques, il me dit, faites-moi un cours. En fait, j'étais sur le canapé, là, genre. Et je lui dis, oui, moi, je prépare ma litanie. Docteur Charmoy, j'ai perdu ma voix. Je pensais que le mec, il allait me dire, ma pauvre, voilà, vous avez perdu votre voix, c'est horrible et tout. Et l'autre, il me dit, mais vous étiez chanteuse à l'opéra. Mais vous allez m'expliquer comment on fait un aigu. Et en fait, la séance, elle devient je t'assure, la séance devient un cours de chant. Il y avait un piano dans le truc. Et tu tapes sur Internet, tu le vois, dans le cabinet, il y a un piano. Je lui ai fait un cours de chant. C'est ouf. Et en fait, c'est tout ce que t'attendais, c'est quelqu'un qui t'écoute et qui essaye de t'aider à trouver des solutions. Mais moi, j'attendais rien. Et pas qui s'apitoie sur toi. Mais moi, j'attendais rien du tout. J'étais vénère sur lui. J'ai dit, pardon, monsieur Charma, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, et tout. J'étais vénère. D'ailleurs, mon père m'attendait dans la voiture dehors. Quand je suis sortie 3 heures après, il me dit, mais t'étais où, là? Je lui dis, j'étais avec le docteur Charma. Il me dit, mais t'as fait quoi, le psy, là? Je lui dis, je donne un cours de chant. Mais il me dit, tu peux m'expliquer, c'est toi qui le soigne ou c'est lui qui te soigne? Il me dit, on nous attend pour le tarot et tout, avec la Dédé et tout, ma tante. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, là, 3 heures que je t'attends? Il me dit, c'est quoi là-dedans? Du coup, il y avait une file d'attente dans les escaliers, tellement on a vraiment fait un cours de chant. Et puis, tu sais ce qui s'est passé? Après, il m'a demandé des cours. Et tu sais ce qu'il me faisait? Parce que moi, je mangeais plus. Ouais. Je mangeais 1/4 de pomme par jour, ok? Il me posait ma pomme sur le piano, coupée, et il me dit, je faisais les exercices, puis moi, j'essayais de lui montrer comment fallait faire et tout. Donc, je fais de ça, et tout, je faisais comme ça. Et puis, j'avais la tête qui tournait, j'arrivais plus à faire court. Puis, il me dit, Adeline, il y a la pomme sur le piano, hein. Et puis, je voulais pas manger, je me refusais. Parce que pour moi, ne pas manger, c'était contrôler, en fait, quelque chose dans ma vie, tu vois. Okay. Et en fait, donc, j'ai cette pomme sur le piano, puis il me dit, elle est bio, hein. Et là, il part voir sa femme dans son appartement et son cabinet dans son appartement, etc. Puis là, je regarde la pomme, puis je me dis, tu finis le cours ou tu tombes dans les pommes, Adeline? Parce que là, c'est tomber dans les pommes ou tu manges la pomme, tu vois. Et là, je prends 1/4 de pomme, j'en reviens de l'appartement. Bon, et puis là, il arrive comme ça, puis il voit que j'ai mangé la pomme. Puis il me dit rien. Il me dit, bon, alors cette vocaliste, on l'a fait ou pas? Parce que là, je suis ténor, hein, on y va. Ouais, comme ça, il me fait. Et en fait, du coup, il m'a même pas dit, c'est bien, t'as mangé. Ouais. Il a juste vu que j'avais mangé. Ouais. Et en fait, il m'a sauvé.
Ouais. Mais il m'a sauvée, il m'a aidé à monter l'école, il m'a donné de l'argent. C'est ouf. Mais je te jure, mais Mais Jean c'est Charmail, je lui dois tout. C'est un psychiatre dinguerie. incroyable. Pour moi, Jean Charmail, c'est une légende. Mais pour moi, c'est une légende. Et en fait, on a monté cette école ensemble. Il m'a dit, maintenant que vous avez l'école, elle marche bien à Paris, hein. Alors maintenant, faut faire un livre, Adeline, hein. Mais moi, j'ai pas le temps, hein. Puis j'ai pas envie d'écrire. Alors vous écrivez, puis moi, je vous dis ce qu'il faut, machin C'est et tout. dingue. Et puis après, on a monté des colloques, on a fait des rencontres. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a ce livre. Ce livre, Trop belle histoire. ce livre, il est né d'une vraie histoire, d'une tragédie qu'on a transformée. Les tragédies, ça finit toujours mal. Tu vois, je sais pas, Andromaque ou Phèdre arrive et qu'elle commence à faire sa première tirade, on sait que ça va mal finir. Moi, c'était une tragédie. Et Jean Charmail, il m'a aidé. On a transformé cette tragédie en happy end, tu vois. Et moi, j'ai envie de faire bénéficier tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai éprouvé dans ma chair. Je veux que ce livre, il aille dans le monde entier pour aider tout le monde. Et j'ai envie de dire, tout le monde, chantez. Parce que quand vous perdez votre voix, c'est trop dur. C'est trop dur quand t'es réduit au silence, que t'es muet. C'est horrible. C'est une folie, mais je suis tellement admirative de tout ce que tu décris, là, l'énergie, elle est incroyable. Tout ce que tu transmets, c'est ouf. Mais alors, tiens, tu dis que t'aimerais que ça aille dans le monde entier. On a parlé en off. Ah, hashtag balance ton off. Exactement, de ouf. Et ben, le livre a été déjà Tu dois vendu. être archi fière. Ouais, le livre, là, les droits ont été rachetés par un immense pays. C'est ouf. Et là, on est en train de parler avec 2 autres immenses pays pour que ce soit racheté ailleurs. Donc, je crois que ce livre va peut-être avoir une propagation plus rapide que la Covid. Et qu'est-ce qu'ils y voient, le monde? Qu'est-ce qu'ils y voient dans ce livre? C'est quoi l'opportunité? C'est quoi le message qui les intéresse? Les discussions, c'est quoi? Les discussions avec les éditeurs étrangers, c'est le livre Anatomie du chant, là. C'est le livre le plus complet qui existe dans le monde. Ils ont jamais vu un livre avec autant de schémas, autant d'explications, autant de spécialistes réunis. Et puis ils disent que c'est porté par une histoire, par moi. Ils ont vu mon énergie, etc. C'est porté par quelqu'un qui se bat, qui est à fond, qui est un expert, etc. Mais c'est surtout la réunion des médecins ensemble, la présentation qui est moderne et facile. C'est-à-dire t'es pas obligé de le lire du début jusqu'à la fin. Tu peux aussi dire je veux parler des registres. Qu'est-ce que c'est les registres? Et j'ouvre la page des registres. T'es pas obligé de tout lire, tu vois. Et ils disent que c'est le livre le plus complet qui existe à l'heure actuelle dans le monde. Donc là, c'est parti. Et moi, j'ai envie d'aller faire de la promo partout dans le monde aussi. J'ai envie de m'allier avec d'autres auteurs, peut-être avec d'autres profs de chant qui sont aux States ou en Asie, etc., pour aider à la promotion de ce livre. Voilà, c'est mon testament. Mais t'as vu dans le livre, j'ai marqué dans l'intro, je peux mourir demain, genre. C'est my legacy. Ouf. Mais c'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, est-ce que juste si on parle de toi 2 secondes, vraiment toi personnellement, humainement, émotionnellement, tu réalises d'où tu viens? Et tu réalises ce que tu as accompli et la résilience. On t'a dit que tu chanterais plus, tu as vécu des violences conjugales innommables et t'es là, ton livre, il est reconnu maintenant dans le monde. Tu vas pouvoir transmettre au plus grand nombre vraiment toutes les techniques que tu as donné tout ton cœur, toute ton âme avec tous les experts, etc. Mais meuf, t'es une queen. Est-ce que tu réalises quand même? Non, ça tombe bien parce que j'adore Queen. Oui, on en parle depuis tout à l'heure. Non, mais est-ce que, franchement, des fois, tu te mets un peu sur pause et tu te dis, ouah, quand même, je viens de loin, c'est ouf ce que j'ai accompli. T'arrives? Des fois, oui. Quand je prends un compliment de personnes importantes, quand toi, tu me parles et tout, ou des fois, quand je prends juste un temps pour contempler, tu vois, je me mets en Bretagne, je vais au Mont et moi, je dis merci, en fait. Je dis, franchement, là-haut, bon, je dis, des fois, je parle comme ça, tu sais, je dis, franchement, vous avez un peu déconné, là. Vous m'avez fait des plans. Je dis, vous m'avez fait des plans. Tu parles à l'univers? Oui, oui. Je dis, tu sais, je regarde la mer et je dis, franchement, vous m'avez fait des plans, genre. Moi, je suis une mystique, tu sais. Ouais, mais moi aussi, t'inquiète. Voilà, et je leur dis, voilà, moi, je l'assume parce que je trouve qu'on n'assume pas assez, sympa, dans tout le monde cette kiffe société. l'astrologie, là, faut Tout le monde arrêter. kiffe tout, voilà. Faut quand même encore mettre les choses en place. Et des fois, je les regarde comme ça et je prends un temps et je me dis, vous m'avez fait des plans quand même. Et quand vous m'avez fait des plans, j'ai vraiment, des fois, je dis là-haut, je dis mon père, il dit le bon Dieu, tu vois. Je dis, vous m'avez jeté dans l'océan, j'ai vraiment cru que j'allais crever, genre. Et en fait, pour m'amener là, aujourd'hui. Et en fait, je dis, juste merci, quoi. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle J'ai le soleil sur le nez, comme si la grâce m'avait touchée. Et je t'assure que c'est vrai. Même dans les pires épreuves, il faut garder espoir. Alors, on va perdre des choses parce que notre vie, elle est faite de pertes. C'est vrai. On va perdre des gens qu'on aime, on va perdre de la santé, des fois, on va toujours perdre. Mais la vie, c'est d'apprendre à perdre, mais de continuer quand même à garder de l'amour et de l'espoir. C'est ça, notre vie. On n'est pas fait pour mourir, on est fait pour survivre. Elle vient d'où cette force? C'est quoi? C'est l'éducation? Qu'est-ce qui fait que quand le chant, c'est toute sa vie et qu'on nous dit, ouais, vous pourrez plus chanter, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on se laisse pas complètement abattre ou en tout cas, qu'à un moment, on trouve la force de recréer parce que c'est dur de créer, hein. En fait, Recréer. 2 choses. Je dirais que déjà, quand le docteur Charmail me rend une utilité, parce que moi, je me sentais plus du tout utile. En fait, quand on est très mal dans une société, c'est qu'on se trouve plus d'utilité.
Regarde, si on observe les choses, les gens qui dépriment et tout ça, ils arrivent plus à avoir un but. Ils ont plus de sens dans leur vie. Ils ont plus de sens, plus de but et ils ne voient pas qu'est-ce qui pourrait ramener plus à ce monde. Et en plus maintenant, merci pour tout le monde, mais un jour on est devenu climato-sceptique, on est devenu... Non mais c'est vrai, De fou. on a peur de tout maintenant, on a peur du climat, on a peur du président de machin, on a peur de trucs, on a peur... Franchement, on est dans un climat totalement anxiogène. Il y a de la guerre partout. Puis je trouve qu'on est une génération qui est vachement consciente en fait. On sait tout ce qui se passe dans le monde à ce temps égal zéro. Touche ton portable, c'est tout ce qui se passe partout. Et on est hyper angoissés. Et en fait, donc le monde nous angoisse et nous, on peut perdre de temps en temps je sais pas, tu perds quelqu'un, t'as plus envie de vivre. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un dans cette société qui te dise, en fait, tu peux encore être utile. Rends-toi utile. Tu sais pas combien de temps il te reste à vivre. Fais des bonnes choses avant de partir, tu vois. Parce que la seule chose que tu sais quand tu meurs, c'est que t'as aimé. Tu vois, il y a une belle chanson de Mylène Farmer qui dit, avant que l'ombre, je sais que j'ai aimé. Tu vois. Et en fait, il faut donner avant de partir. Il y a que ça qui va rester, en fait. Faut donner. On est des êtres humains, on est là pour donner, on est là pour aimer, on est là pour être aimé. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est que Monsieur Sharma, quand il m'a dit, je lui dis genre, ouais, gars, j'ai perdu ma voix et tout, ça m'a énervé. Bon, alors, on va faire un cours de chant. Il se lève, le mec. Et en fait, il m'a redonné une utilité. Ouais. Et il y a ça. Et il y a un autre truc. La considération aussi. Je vais te dire un truc encore. C'est que, il y en a une qui m'a jamais laissé tomber. C'est la musique. Et la musique, elle vient de là-haut. Et tu vois, Freddie Mercury, peut-être que quand il a chanté Show Must Go On, il s'est dit, je vais mourir, j'ai plus rien à faire. De toute façon, je suis bientôt mort, les gars. OK? Mais l'énergie qu'il a mis dans Show Must Go On, moi, c'est cette énergie-là qui m'a permis de pas crever. Et t'as beaucoup inspiré, j'ai l'impression. Ah, mais complètement. Mais en fait, quand Freddie chante Show Must Go On, il est mort. Il est mort. Mais son énergie, elle est tellement fulgurante. Mais c'est plus pour lui, il donne, c'est pour les autres. Mais parce qu'il a donné. Ouais. C'est son testament. Ouais. Toute l'énergie qu'il a mis dans Show Must Go On, moi, ça m'a parlé, en fait. Et je me suis dit, en fait, ça m'a redonné de la force, en fait. Toi, c'est ça aussi le why du livre, le pourquoi, c'est être au service des autres, transmettre, donner. Ma notoriété, elle sert à rien si c'est pas pour donner quelque chose. Parce que de toute façon, moi, je donnais déjà avant d'être connue. Là, je suis connue, donc je donne à un plus grand nombre. Et ça, je vous remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce aux médias qu'on peut donner des choses, hein. Si je suis toute seule dans ma salle de bain, ça sert pas à grand chose. Et en fait, oui, quand t'es connue, faut dire des trucs, faut aider, quoi. Faut rendre ce monde meilleur. Qu'est-ce qu'on en sait que là je parle aujourd'hui avec toi et qu'il n'y a pas une personne qui va reprendre espoir en sa vie juste de nous entendre parler. Ouais, mais je suis d'accord avec toi de fou, mais ça t'honore parce que c'est pas à toi que je vais apprendre que dans le milieu, c'est beaucoup aussi d'ego, beaucoup d'égoïsme et la transmission, le partage, la générosité, le fait d'être tourné vers l'autre, cette forme d'altruisme. C'est pas non plus tout le monde. Donc, juste merci pour ça, quand même. Je t'en remercie aussi. Et je vais te dire un truc, laissons ceux qui ont l'ego à leur ego. Hein, leur ego fait écho, on leur laisse. Et nous, il y a des gens comme moi, on retrousse nos manches et on essaie de faire quelque chose. Et c'est pas facile, parce que toi, en plus, putain, c'est des pans de ta vie, ils sont durs à partager, quoi. Tu mets une part d'énergie très, très forte. Émotionnellement, il y a beaucoup d'engagement que tu donnes aussi, hein. Enfin, est-ce que tu penses à toi aussi, à te protéger un petit peu de ça, à te préserver de tout ce que tu donnes aux autres? En fait, moi, je ne le donnerais pas si c'est pas pour aider. Ça m'intéresse pas. Moi, ma vie, mes amis, ils savent que moi, si c'est pas pour donner, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, je pense pas que j'ai besoin de me protéger. Je pense que quand je donne, je suis heureuse, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, non, mais si, je vois. En fait, ça me rend heureuse. Oui, tu vois, c'est... ouais. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont donné aussi. Ce fameux cité docteur Docteur Jean Charmoy. Ouais, qui est incroyable d'ailleurs. Et en fait, je sais pas, moi j'ai reçu aussi. Il y a des anges qui sont passés comme ça dans ma vie, puis qui m'ont redonné un petit coup de. En fait, quand la vie veut te sauver, elle t'amène pas une assistance à domicile, genre. Tu vois, toi t'es là et tu me tiens la main toute la journée. C'est pas ça, c'est pas l'assistance à domicile. C'est les bons mots au bon moment. Et il faut savoir. Et puis, tu sais, il faut savoir voir les signes quand ils ont lieu. Faut voir les signes. J'ai l'impression que toi, ce qui t'a motivé, c'est beaucoup la gratitude, justement. C'est ces signes, ces gens qui t'ont tendu la main, ce qui t'a motivé pour écrire ce livre. Ils sont dans le livre, j'ai remercie. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est comme si presque tu sens une espèce de dette de l'univers, de dire, moi, j'ai été aidée, j'ai eu des signes, j'ai eu des gens, et maintenant, il faut que j'essaye aussi d'accompagner des personnes qui, ont différents degrés de douleur par rapport au chant et de transmettre quelque chose. C'est une espèce de façon de combler une dette, ce livre aussi, quelque part. Je sais pas si c'est une dette, en tout cas, c'est personnel de toi par rapport à toi. Je pense que c'est juste que je crois que le monde devrait fonctionner comme ça, en vrai. Voilà. On reçoit, on donne. Voilà. Et on donne.
On donne, et puis même si on reçoit pas, c'est pas grave, on continue d'avancer. Faut amener de la lumière dans ce monde, c'est hyper important. C'est génial. Pour moi, c'est hyper important. Moi, je pense à un truc, hein. C'est, j'imagine que tu dois recevoir pas mal de messages ou de gens qui t'arrêtent dans la rue ou quoi. Et je pense qu'en fait, avec ce livre, tu as trouvé mais la masterclass de réponses à leur donner. Tous ces gens qui te disent: «Adeline, j'adore ce que vous faites, mais vous savez, malheureusement, moi, je sais pas chanter». Je pense que tu dois en avoir plein. Tu sais ce que je leur dis? Tu dois en avoir plein. Je leur dis, achetez le livre maintenant parce qu'il est pas très cher et 17 € quand même. Vous le prenez, vous lisez et puis après planifiez-vous un cours avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe ou avec un professeur. Il y a même des professeurs qui nous appellent là suite au livre. S'ils veulent être formés à ma pédagogie ou des chefs de chœur qui conseillent le livre à leurs choristes parce que en fait, ce livre, il explique beaucoup de choses et il enlève vraiment les écueils techniques que tu peux avoir tout le temps. Genre le truc, j'ai pas d'aigu. Ah ben j'ai pas d'aigu, ben regarde dans le livre, je t'explique. T'as mis ton larynx correctement, comment t'as mis avec tes coudes, comment t'as mis ton oblique, comment t'as pensé ton aigu. Est-ce que t'étais content quand t'as fait ton aigu? Est-ce que t'étais dans la peur ou t'étais dans l'enthousiasme? Vas-y. Ah, mais oui. Donc il y a tout dans le livre. Il y a des checklists, tu vois, comme un pilote, t'as ta checklist. Mais en fait, le vrai problème, c'est que les gens, ils veulent pas bosser. Non, mais on va être honnête. Non, mais honnêtement, c'est soit je sais chanter, j'ai un don, soit je sais pas chanter, les gens sont très binaires, on va être honnête. Dès qu'il s'agit de faire des exercices, etc., souvent c'est, ah oui, ça existe, oui, je verrai, mais j'ai la flemme. Mais on a c'est ça le problème, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. C'est vrai que le chant, il y a des dons, etc. Moi, je peux pas expliquer pourquoi quelqu'un fait une carrière ou pas. Mais il y a, comme dans la vie, si tu travailles, tu vas quelque part. Le travail, ça t'amène toujours quelque part. Mon père, il me dit toujours ça, il a raison. Quand tu travailles, t'atterris quelque part. En fait, c'est comme tout. Dans le chant, c'est pareil. Si tu mets tout en mouvement, t'as des chances de réussir. Si tu bloques complètement ton geste, bah, tu vas rien faire. Et c'est pareil. Si tu restes dans ton canapé, tu vas pas faire grand chose, peut-être. Quand je dis canapé, en faisant rien, tu vois. Parce qu'on peut faire du télétravail dans le canapé, je trouve ça très sympa. Mais si tu restes inactif, tu vas rien faire dans la vie. C'est le mouvement qui amène la vie. Tu vois. L'immobilisme, c'est la catastrophe. L'immobilisme des pensées, l'immobilisme du corps, ça amène à la galère. Faut pas cristalliser les choses. Non, mais complètement d'accord. Le mouvement. Non, mais hyper fort. Adeline, on est en pleine période de grippe, c'est la misère, là. Ah ouais, non, mais chez moi, je suis angoissée, genre. Quand ils ont la grippe, mes assistantes, elles les renvoient à la maison. Hein. Tu rentres maintenant, hein, parce que moi, je veux pas être malade. Pourquoi je te dis ça? Parce que t'en parles dans ton livre. Ah ben, je parle de comment récupérer sa voix. Comment récupérer sa voix? Tu nous donnes des astuces parce que là, on est tous en galère. Moi-même, je sors d'une grippe. J'ai encore des petites séquelles là. Alors, à force de tousser. Aide-nous, Adeline, on a besoin de toi. Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle, mais il y a plusieurs choses. Déjà, en ce moment, comme il y a beaucoup de virus, il faut beaucoup se laver les mains. Moi, je pense qu'il faut mettre nos masques dans le transport. Voilà, c'est bien sûr. Voilà. Si on est malade, demandez à avoir moi, je dis un truc. Moi, je vais parler au ministre du Travail. Allez. En fait, quand on est malade, il faut dire à tout le monde de rester à la maison. Ça ne sert à rien de dire aux gens, vous êtes malade, allez dans les transports, etc. Parce qu'il y a plus de propagation. Il faut penser aux gens. Moi, j'ai ma meilleure amie qui a un cancer à l'heure actuelle, Carla. C'est ma belle bouche, quoi. Et ben, en ce moment, moi, j'essaie de ne pas embrasser les gens, etc., de pas faire de faire attention. D'accord, il faut arrêter la bise aussi. Oui, ouais, parce que le problème, c'est qu'elle a son système. Il faut penser aux gens qui sont plus fragiles que nous, comme Carla ou les personnes âgées, les gens comme ça. Il faut pas leur ramener la grippe parce qu'ils peuvent mourir. Donc nous, on a mis tout un système en place à l'école. Si t'es malade, tu viens pas en cours, etc. Et donc je pense qu'on devrait dire aux gens, vous êtes malade, restez à la maison, quoi, parce que c'est compliqué, ça tue beaucoup de gens la grippe à l'heure actuelle. Après, il y a des petites choses qu'on peut faire, c'est-à-dire que là, si vous voulez pas essayer de pas choper les virus, c'est de vous laver les mains, donc de pas faire la bise, à mon avis. Moi, je suis pas médecin, mais je pense que c'est logique. Et surtout, de se laver le nez. Il y a page 185, le lavage de nez, prévenir et guérir un rhume. Voilà, avec de l'eau salée. Il y a des trucs super sympas qu'on peut acheter à la pharmacie où on met de l'eau avec du sel et on se lave le nez tous les jours. Ça évite que le virus s'accroche dans notre nez, etc. Ah, c'est des trucs au sel de mer. Voilà. Ouais. Et il y a un autre truc de ma copine qui s'appelle Lida, qui est spécialiste en nutrition et en métabolisme à Genève, qui nous a donné une super recette qui est dans le livre. Ça s'appelle la recette de Lida et ça te donne une recette un peu pour booster je vais l'imiter, pour booster le système immunitaire parce qu'elle vient de l'Amérique du Sud. Comment tu vas booster ton système? Voilà. Et donc, c'est avec du gingembre bio, du curcuma, du citron, de l'origan, du romarin, du thym, de la cannelle et de la graisse de coco vierge pressée à froid. Tu te prépares un petit truc et tu peux avoir une petite pâte que tu remets en décoction un peu tous les jours dans ton eau. À la place de ta tisane que tu achètes, je sais pas quoi, en sachet, là, qu'on sait pas d'où elle vient, tu te prépares ta tisane et t'en bois tous les jours. Et alors, on a eu un truc, c'est que Lida, elle était venue en masterclass et elle nous préparait ça. On est devenus accros, genre. C'est vrai? Ah oui, parce que le gingembre, ça te booste, hein, genre. Ah ouais. Et donc, les chanteurs, Lida, elle avait une marmite faut mieux faire ça dans une marmite en fonte et tout.
parce que c'est mieux, tu sais, pour la santé, c'est pas cancérigène, quoi, comme casserole. Et donc, elle préparait, on aurait dit, tu sais, le druide de la masterclass. La vie les masterclass, c'est comme la Starac, mais sans les caméras. Tu vois, t'as cours tous les jours, t'as des massages par Estelle et tout. Donc ça, moi, j'organise ça 2 fois par an et tout ça. On se met au bord de la mer en Bretagne. Et donc, t'as l'idée avec la casserole en fond, chérie. Comme ça, elle ressemble un peu à la désir de Christina Cordula. J'adore. Elle fait comme ça, et puis elle te booste le système immunitaire, et elle te met tout ça dans une tasse. Et en fait, les chanteurs, ils sont accros, mais après, ils sont surexcités parce que le gingembre, ça booste et tout. Et donc, ils étaient en train de chanter partout avec leur tisane et tout ça. Et ça marche, ça. Et c'est anti-inflammatoire pour les cordes vocales et c'est anti-grippe, quoi. Donc, ça booste à fond. Énorme. Le gingembre, c'est un très, très bon partenaire, le curcuma et le gingembre. Ouais. Et pourquoi de la graisse de coco? Parce que ça permet que les vertus soient plus assimilées par le corps, en fait. Putain, génial. En plus, Voilà. dans ton livre, carrément, il y a Page des astuces 180. pour survivre à la grippe. Et c'est merveilleux. Voilà, puis t'expliques aussi les vertus des massages, pourquoi l'ostéopathie, on fait craquer ou pas. On explique plein de trucs dans ce bouquin. Ton magnifique livre, je le garde, je l'aime trop. On va le remontrer face cam. Et voilà, Anatomie du chant aux éditions Marabout. Adeline, quel bonheur de t'avoir eu, vraiment. Quel bonheur. C'est moi qui te remercie. C'était génial, vraiment. Merci pour tout ce que tu incarnes, pour la générosité, pour ton côté vraiment solaire, très 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 généreux dans la transmission de ton parcours. Tu donnes, voilà, tu donnes tout simplement. Et moi, tu sais, c'est toi qui t'es permise de dire que t'as ce côté très un peu karmique, sorcière, tout ça. Moi aussi, moi j'ai ce côté très sorcière. Moi, je crois en l'univers. Et tout ce que tu récoltes aujourd'hui de bon, le fait que ton livre, il est maintenant, une notoriété mondiale, etc. C'est que le début encore de choses magnifiques. Et je t'envoie toutes les meilleures énergies du monde et tu mérites tout le meilleur là qui s'offre à toi. Je te remercie. Merci pour ce que tu incarnes. Merci pour ce que tu es toi tout aussi. l'espoir que parce tu que tu as donnes. une très très bonne énergie et ça fait du bien de voir des personnes comme toi, je t'assure. Il faut les bonnes âmes qu'elles s'entraînent. Voilà. Vraiment merci, mais là c'est toi et vraiment t'es une queen et merci pour ce que t'es. Vraiment merci beaucoup, vraiment. Mais queen, on peut pas dire mieux parce que je pense à Freddy, voilà. Voilà, on peut pas dire mieux. I will rock you. Ça s'appelle Check le média. Si ça te va, on se fait un petit check de fin. Bien sûr. Alors, est-ce comme tu veux. T'as une manière de les faire ou pas? Tu sais quoi, moi je m'adapte. Il y a des gens qui préfèrent comme ça, il y a des gens juste ça. Genre la nouvelle génération, ils adorent les checks. Alors, ils ont inventé celui-là. Pam, pam, on peut faire rock aussi. Ah, vas-y, rock. Et... Ouais, ça fait Freddie Mercury. Ouais, voilà. C'est trop cool. Merci. Prends soin de toi. Merci.